j'ai pensé traiter un sujet, aujourd'hui un sujet qui est grandement nécessaire, vous allez vite comprendre pourquoi. Et Bezrat Hashem, c'est un sujet qui, je pense, est essentiel dans la génération dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Vous savez, la Gemara nous a donné un cadeau incroyable. La Gemara dans Masechet Tamid nous dit comment faire en sorte de savoir si une personne est intelligente ou non. Comment on peut savoir si la personne est chachama? Cette personne-là, elle a ce qu'on appelle la chorma. Alors la Gemara nous dit Ezeu chacham, écoutez bien, c'est très simple. Ezeu chacham, aroe et tanolad. Celui qui est chacham, c'est celui qui a la capacité de voir ce qui va se passer, à savoir se projeter, à savoir avoir la capacité d'anticiper ce qui va se passer. Ça s'appelle quelqu'un qui est chacham. Et ça, c'est assez incroyable parce que c'est grandement lié à ce qu'on appelle la maturité. Vous savez, dans la vie, plus une personne devient mature, plus cette personne-là va avoir la capacité de se projeter. Regardez par exemple un bébé, d'accord, quand il est un bébé, vous savez que même physiquement, un bébé ne voit pas loin. Un bébé, quand il est, il voit même pas, il voit à peine ce qui est autour de lui. Jusqu'à l'âge de 1 an, il a du mal à évaluer ce qui se passe autour de lui. Je parle physiquement, seulement à 6 ans, il a la vue comme un adulte. Mais un bébé est incapable de se projeter. Un bébé, il a faim, il va pas se dire « Attends, ma mère, elle a bossé toute la journée, elle doit être crevée, peut-être je prends sur moi et j'attends. » Ça n'existe pas. Un bébé, ça n'existe pas. Il veut pleurer, il pleure. Et il a fait dans la couche, il a fait dans la couche. Il n'a pas commencé à dire « Non, mais c'est pas le bon moment, elle est en train de travailler. » Birshut Harav. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre communauté. Merci à vous d'être là ce soir. Vraiment, merci beaucoup. Et donc c'est un épisode qui est que un bébé n'arrive pas à se projeter. Et pareil, un enfant, vous savez qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 5 ans au moins, il vit que pour lui. C'est-à-dire, il est persuadé que le monde lui appartient. C'est qu'il va prendre la tétine de sa sœur sans aucun problème. Non, les parents, eux, s'ils sont pas au courant de la manière avec laquelle fonctionne un enfant, mais ils vont s'énerver, ils vont dire, mais tu vois pas, toi t'as la tétine bleue, hein, et toi elle a la rose, tu vois pas que ça n'a rien à voir? Et non, parce que, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant-là, il est persuadé que tout lui appartient. Un enfant, il voit ses parents parler, même s'il parle de aucun rapport. Il parle de ce qui se passe en Ukraine. Il va voir ses enfants parler, et ses parents parler, il pense que ses parents parlent de lui. C'est comme ça, un enfant, puis il est persuadé que tout lui revient. C'est-à-dire, il va arriver dans un buffet, il va commencer à se servir. Il va pas se dire, attends, peut-être je me sers pas maintenant, c'est pas le moment. Non, il n'y a pas de problème, lui. D'accord, c'est un enfant. Et après, il y a ce qu'on appelle l'adolescence. L'adolescence, déjà, là, maintenant, c'est le début de l'état adulte, donc dans lequel, maintenant, on attend déjà de la jeunesse de savoir se projeter, de savoir regarder plus loin encore, de savoir regarder à tel point que par exemple, quand la jeunesse, quand on est en train de faire, on lui demande de faire des choix dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire, quelle étude tu vas faire, où est-ce que tu vas te projeter, etc., etc. Déjà, ça, c'est l'adolescence. Et après, tu as l'adulte. L'adulte, c'est carrément, lui, il se projette dans tout. Où est-ce que je vais mettre mes enfants à l'école? Où est-ce que je vais m'installer? Est-ce que je fais moi d'une école juive ou pas? Est-ce que maintenant, si je fais ce travail-là, est-ce que maintenant ça va être un problème pour Shabbat? Est-ce que maintenant, si on va là-bas pour ces vacances-là, est-ce que maintenant ça va être carnage? Ou non, ça va être correct pour les enfants? Ou est-ce qu'il y aura de quoi manger cachère? C'est quoi l'ambiance? D'accord, c'est l'état adulte. L'adulte se projette. Mais il y a le niveau encore au-dessus. C'est bien? Il y a le niveau encore au-dessus. C'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui a la capacité non seulement de se projeter dans ce qu'il fait, mais se projeter à tel point qu'il regarde même l'olam haba. Car toute sa vie, il regarde le monde futur. Vous regardez Rav Steinman, par exemple, Zechar Tzadik Kadosh Libracha, Rav Steinman, quand il devait voyager aux États-Unis, il devait partir aux États-Unis, au Mexique, etc., tous ses proches, ils étaient en train de préparer ses valises, donc ils étaient en train de préparer les affaires du Rav. Et au moment où ils sont en train de préparer, le Rav voit que tout le monde est en train de s'assurer qu'on manque de rien. Et puis le Rav, il se met à sourire. Alors les proches, ils disent, Rav, pourquoi vous souriez? Il dit, je souris pour la simple et bonne raison que, voilà, c'est-à-dire je vois que vous êtes en train de préparer toutes mes affaires. Alors que si jamais alors qu'on va partir dans un pays, que si jamais maintenant on a oublié d'acheter quelque chose, c'est pas grave, on pourra l'acheter là-bas. Alors combien on doit se préparer pour aller dans un monde que si on n'a pas préparé nos affaires, eh ben on pourra pas récupérer. C'est Rav Steinman, il voyait des valises, il voyait l'olam haba.
C'est qu'il voyait des valises, il disait, ah, si des gens doivent se préparer pour aller dans un autre pays qu'on peut acheter, alors à plus forte raison pour aller dans le Lamaba. Il se projette tellement loin. Vous savez, Rav Sreim, la même chose. Rav Sreim, une fois, il y a un millionnaire qui est venu le voir, américain. Il lui a dit, donc lui, il était étonné. Il dit, arrive-moi, le Gadol adore, tout le monde parle de lui. Le Cohen Gadol, Rav Israël Mira Cohen, de Radin. Il arrive là-bas, Radin. Non, moi, je connais des gens, ils sont allés, il n'y a pas longtemps à Radin, ils m'ont dit, à l'hôtel, il n'y a pas l'eau chaude. D'accord, c'est la Radine. Et maintenant, il arrive là-bas, il voit la maison du Chafetz Chaim, il toque, il voit, il n'y a pas une chaise qui ressemble à l'autre, c'est-à-dire d'une sobriété incroyable. Et là, il dit, Vodrav, c'est votre maison ici? Alors le Chafetz Chaim dit, oui, pourquoi? Non, parce que c'est une sobriété, c'est incroyable, ça c'est un... Il dit, toi, ah non, mais moi, je suis pas d'ici. Demain, j'ai vu ta maison. Je dis, à New York, Manhattan. Il dit, d'accord, t'as pas tes affaires avec toi? Il dit, non, je suis de passage. Il dit, moi aussi, je suis de passage. Moi aussi, je suis de passage. Je me demande pourquoi maintenant, j'ai pas beaucoup d'affaires et beaucoup de... Parce que je suis de passage, moi aussi. Je suis pas là pour rester. C'est un Chafetz Chaim, la capacité de Tzadikim de savoir se projeter absolument incroyable. D'ailleurs, le Rashbat nous explique un essai incroyable sur la Havdalah, par exemple. Vous savez, quand on commence la semaine commence avec une fila qui s'appelle celle de la Havdalah. D'accord? On récite tous les mots de Shabbat. Maintenant, quand vous regardez un petit peu ce qu'on récite dans la Havdalah, il dit Rashbat, c'est quelque chose d'incroyable. Il dit, on commence la première bracha de la Havdalah, c'est Boré Peri Agefen. Ok? Le vin, il se boit. Agefen, le vin se boit. Donc c'est quelque chose que tu rentres en contact, tu mets dans ta bouche. C'est du vin. La deuxième bracha, c'est quoi? Boré, Miné, Bessamim. Ok, donc c'est la deuxième bracha, c'est l'odorat. L'odorat, t'as pas besoin de te mettre le clou de girofle dans le nez pour le sentir. D'accord, à distance déjà, tu peux le sentir. Quand tu vois un camion poubelle qui passe, t'as senti. Donc l'odorat, c'est pas quelque chose que t'as besoin d'être en contact avec lui. Déjà, à distance, tu sais très bien que, d'accord, vous allez dans le métro à Paris, vous aurez vite compris. Ok, très bien. Donc l'odorat, c'est déjà à une plus grande distance. Après, tu fais quoi? Donc tu fais Agefen, tu fais Bessamim, et ensuite sur la vision. Boré Meoré Haesh. C'est-à-dire que là, tu fais une bracha sur le fait d'avoir de la lumière. Eh bien, écoutez bien, la lumière, c'est encore plus loin que l'odorat. Tu peux voir des choses très, à des kilomètres, tu peux voir des choses. Tu peux voir des choses, mais à une distance telle que c'est très, 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 très loin. Tu peux voir des étoiles, tu peux voir des galaxies. Et ça, tu le vois, tu le sens pas, et tu peux encore moins le goûter. C'est comme ça. Mais ce qui est incroyable, il dit le Rashbat, c'est qu'on finit la bracha de la Havdalah comment? En disant Amazil ben Kodesh lechol ou ben Or la Chocher. Parce que la dernière bracha, qui est la Havdalah véritablement, la dernière bracha, et bien sachez que c'est la bracha qu'on récite pour ça, pour la capacité dans notre esprit de savoir différencier entre ce qui est Kadosh, ce qui n'est pas, l'homme Israël, le reste des nations, etc., etc. D'ailleurs, vous regardez la Havdalah dans la Mida Motzei Shabbat, on récite dans quel paragraphe? Chonen Adaat. Dans le paragraphe, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner la chorma. Il dit le Rashbat, pourquoi? Parce que tu commences par le goût. Et après, tu fais l'odorat. Après, tu fais la vision. Et ensuite, tu demandes la chorma. La chorma de voir encore plus loin que ce que tu vois. Et ça s'appelle être racham. La chorma, c'est pas juste de t'arrêter à ce que tu vois, mais de voir encore plus loin. De savoir se projeter. Et ça, c'est la première bracha de la semaine. On demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je t'en supplie, donne-moi la capacité de pouvoir me projeter, de pouvoir le voir loin dans ma vie. Plus loin que ce qu'on voit. Parce que vous regardez, malheureusement, la majeure partie de notre emploi du temps, c'est de l'impro. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est de l'impro. C'est-à-dire, si jamais je passe devant le Hyper Cacher, bon, alors j'achèterai ce qu'il faut. Et si jamais maintenant, je vais à Auchan, bon, alors je prendrai des packs d'eau. Et si jamais il vient le Shabbat, alors j'achèterai du saumon. Et si jamais je suis pas fatigué ce soir, alors je dois raconter une histoire. Et s'il me reste des œufs, alors je leur ferai une omelette. Donc en fait, on passe notre vie à faire de l'impro. Mais c'est crevant, l'impro. Alors je sais que les Israéliens, ils sont les spécialistes de l'impro. Les Israéliens, Blaïna, Ben Porat, Youssef, c'est les plus forts dans l'improvisation. Pourquoi? Parce que malheureusement, notre histoire nous montre qu'on a été obligé au dernier moment de savoir faire ce qu'il fallait. Tu te prends une roquette d'un coup, t'as même pas compris d'où ça vient. D'accord? Donc on est spécialistes de l'impro. C'est pour ça que nous, on était les premiers vaccinés. D'accord? Parce qu'ils se sont dit, attends, nous on va être vaccinés, bah ok, mais on va pas négocier le prix, on va payer 2 fois. On va payer le double, on va recevoir les vaccins en premier. Alors que tout le monde est en train de dire, on peut pas négocier le prix.
D'accord? Donc c'est pour ça que on était déjà vacciné dans tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est les spécialistes de l'impro. Donc c'est extraordinaire. Mais l'improvisation, c'est crevant. L'improvisation, c'est crevant. Tu peux pas passer une vie de secouriste. Ça marche pas. D'accord? Donc on te demande, et la format de savoir te projeter, de savoir voir Roé Tanola, sache de regarder ce qui va se passer, te projeter dans ta vie, faire des projets que même si tu ne les vois pas, eh ben tu as la capacité de les voir. Ça, c'est toute la force de ce qu'on attend de nous. Et sachez une chose, c'est que vous regardez un petit peu le piège dans lequel maintenant on est dans notre société, c'est que la société nous fait ressentir exactement l'inverse. Et nous fait vivre exactement l'inverse. On est dans ce qu'on appelle une société de consommation. La société de consommation, c'est très simple. C'est que, tu sais quoi, arrête de te prendre la tête. Kiffe. Voilà. Arrête de te prendre la tête. Kiffe. Prends du plaisir. Maintenant, tout de suite. Peu importe ce qu'il y aura après, pour l'instant tu peux, alors profite. Profite. Moi, je vois des jeunes. Je leur dis, mais dis-moi, tu veux pas te... Ouais, non, va, pour l'instant, je m'éclate un peu, et après, je vais me poser. Vous savez, la plupart des gens qui parlent comme ça, tu les retrouves à 30 ans pas mariés. Parce que Hachem, il ne permet pas de t'amuser avec ta vie. Vous savez, Motsi Zera Levatala, celui qui sort la semence en vain, rachète tes votes, Mazal. C'est-à-dire que si tu t'amuses à faire des choses comme ça, sans projeter à ce qu'il peut y avoir après, on perd son mazal avec une chose pareille. Et la chorchoma, la capacité, c'est quoi? C'est de se dire, waouh, je dois me projeter dans ma vie. Parce que la société fera en sorte que non, tu sois que dans le kiff. Vous regardez ne serait-ce que les slogans. Haribo, c'est bon la vie. Magnifique. Alors, c'est-à-dire qu'on vient de te faire avaler un morceau de carré de sucre, d'accord? Et on te dit, Haribo, c'est beau la vie. Voilà. Mars, et ça repart. Mars et ça repart. Alors maintenant, tu viens de manger un truc que le corps, il sait même pas quoi faire avec. Il est perdu le corps, il sait pas quoi faire avec, ça se mange, ça se jette. Qu'est-ce qu'on fait avec un truc pareil, d'accord? Et ils te disent, Mars, et ça repart. Ah ouais? Et ça repart où alors? Ça faut m'expliquer. C'est Coca pareil. Coca, vous regardez, en Israël, le slogan de Coca, c'est Tamachaim. Vous regardez sur les bouteilles, c'est marqué le goût de la vie. Voilà, tu veux savoir c'est quoi le goût de la vie? Une bouteille de coca. Mais regardez, dans tout, Free, il a tout compris. Attends, t'as Free? Mais t'as tout compris. C'est-à-dire que maintenant, on te fait croire que sur l'instant présent, t'as ça, c'est bon, tu kiffes, ça, t'es bien, t'as des trucs. On va te vendre une voiture, et on va te dire, l'élégance et la puissance sont dans vos mains. L'élégance et la puissance sont dans vos mains. Donc lui, maintenant, il fracasse sa femme. D'accord? Shalom Bayit, catastrophe. C'est-à-dire après, mais la puissance et l'élégance sont dans vos mains. Et on va te faire ressentir parce que t'as acheté une voiture, donc c'est bon, t'es élégant et t'es puissant. Tu vois, Et c'est incroyable ce qui se passe. Donc, combien on doit faire attention à ça? Parce que c'est un véritable piège dans lequel on tombe maintenant. Parce que vous regardez, ne serait-ce que quand on analyse les réflexes des personnes, d'accord? Quand on analyse le réflexe d'une personne, bah c'est très simple. Vous regardez maintenant, quelqu'un il veut se désaltérer, d'accord? Il a soif, il dit chaud, il a soif. Et ben une personne va avoir le réflexe de prendre une boisson sucrée et fraîche, sucrée et fraîche, double. Maintenant scientifiquement, c'est éprouvé qu'il faut pas boire du frais quand il fait chaud. Il faut boire à température ambiante. Pourquoi? Parce que le frais, ça te fait croire que tu t'es désaltéré. Et en plus de ça, le corps va faire un effort pour devoir réchauffer l'eau froide. Donc prends de l'eau tiède, l'eau normale, température ambiante. Maintenant on va te dire, bah non, il fait chaud, mais tu rigoles ou quoi? Donc bois du sucré frais. Mais est-ce que c'est bon pour toi? Regarde, se pose pas la question. Franchement, kiffe. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Et c'est pareil, c'est-à-dire t'as pas le temps, j'ai pas le temps, donc tu vas manger quoi? Bah des gâteaux. Tu vas manger du fast-food. Tu vas manger du... Attends, je n'ai pas compris. T'as pas le temps. Prends un fruit. Oh là là, un fruit? Un quoi? Un fruit? Non mais sérieux? Non mais pourquoi? Quel rapport le gâteau maintenant? Bien sûr, voilà, ça me fait du bien. Voilà, un gâteau. T'es stressé? Regarde Netflix. Mais t'es tellement stressé qu'ils t'ont fait 150 épisodes. C'est-à-dire, tu vois, il va te faire 4 saisons, 150 épisodes, mais au moins, je suis sûr que le stress, il est vraiment parti, tu vois. Mais quel rapport? Quel rapport? Tu crois franchement que ça attend que le stress? C'est-à-dire qu'on fait on a des réflexes de choses que maintenant,
Donc, c'est, voilà, tu manques de reconnaissance, bah, achète un sac. Tu manques de reconnaissance, achète une montre. Et tu manques de reconnaissance, achète une voiture. Tu manques de reconnaissance, achète des likes. C'est que maintenant, c'est comme ça. Mais on se projette pas maintenant sur la conséquence ou ce qu'il y aura. Regardez maintenant, c'est assez incroyable ce qui se passe. C'est assez incroyable. Regarde, je vais te donner une étude qui a été faite, très simple. C'est juste une étude très intéressante. Écoutez bien. Ils ont fait une étude, ils ont posé la question aux gens. Si vous avez le choix, réfléchissez bien à ce que je vais vous dire maintenant. Vous avez le choix entre une plaque de chocolat maintenant que vous aimez bien, d'accord? Entre une plaque de chocolat maintenant ou 2 dans 2 mois. Qu'est-ce que vous allez choisir? Une maintenant. Eh bien, la plupart des gens vont choisir une maintenant. Pourquoi? Laisse-moi tranquille, dans 2 mois, je suis revenu des vacances, laisse-moi kiffer maintenant. D'accord? C'est comme ça. Si tu as le choix entre un plaisir de l'instant présent ou un double plaisir plus tard, non, tu veux du maintenant. Eh bien, sachez que c'est exactement la même chose. Le problème, c'est que on est des êtres humains et l'être humain cherche le bonheur dans sa vie. Sachez que l'être humain est à la recherche du bonheur dans sa vie. Sauf que, écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir. Le bonheur, ça se crée. Ça ne s'achète pas. Le bonheur, ça se crée. Ça ne s'achète pas. Le bonheur, ça s'anticipe. Ça ne se voit pas. Retenez bien ça. Le bonheur se crée et ne s'achète pas. Le bonheur s'anticipe et ça ne se voit pas. Donc, dans notre génération, vous comprenez bien que c'est difficile d'avoir le bonheur. Parce qu'on te dit, attends, laisse-moi tranquille. Alors, je suis en train de me dire que le bonheur, ça se voit pas et ça se crée. Alors que nous, toute la journée, on veut ce qu'on voit et qu'on achète. Alors, on est où alors? Non mais Ralph, c'est compliqué. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez bien. Là où le piège est, c'est que maintenant, on va te vendre, au lieu du bonheur, on va te vendre du plaisir. Parce que le plaisir, ça s'achète et le plaisir se voit. Et c'est ça tout le piège dans lequel il ne faut absolument pas tomber. Parce que nous, on ne fonctionne pas de cette manière-là. Et combien on doit faire attention? Regardez maintenant, on est dans une génération où tout est facile. Vous n'avez pas remarqué? C'est facile. Tout est facile. Acheter, c'est facile. Vous allez le voir. Super facile d'acheter. Tu vas sur Amazon, tu as le Prime, directement. Moi, la dernière fois, je faisais un chiour à Paris. Le monsieur m'a dit, j'ai vu les gens qui appelaient pour venir au chiour, mais j'avais pas de chaise. Ah bah, je suis parti sur Amazon, j'ai commandé. Ce matin, j'ai les chaises. C'est-à-dire, tu peux commander n'importe quoi maintenant. Très vite, tu peux commander maintenant. Tu peux rester en pyjama chez toi. Tu fais les courses en ligne. C'est livré chez toi, à la maison. Ce que tu as commandé. C'est acheter, c'est super facile. Vendre, c'est super facile maintenant. Tu vas sur le bon coin. Tu vends. Tu fais la photo de ta voiture, tu mets sur tous les groupes WhatsApp, voilà, je m'en voiture. C'est vendre. Avant, tu devais, tu placardais ton étiquette, je vends, t'allais dans le magasin, dans le magazine qui mettait dans les boîtes aux lettres, je vends, voiture. On t'as besoin de ça maintenant. C'est facile de vendre. Vendre, c'est facile. Se déplacer, maintenant, c'est super facile. Moi, je vois les jeunes, ils s'achètent des pompes à 500 €. Ok? 500 €, mais pour faire 200 mètres, ils prennent une trottinette. Et pour faire 3 km, ils prennent un Uber. Alors, tu les uses quand, tes pompes? Quand est-ce que tu les... Alors, en plus, maintenant, ils t'ont fait des semelles que t'en as pour 10 ans. C'est pas que, tu vois, c'est-à-dire t'es en galère, faut pas que tu les uses. C'est-à-dire que là, t'en as pour 10 ans avec l'épaisseur des semelles. C'est incroyable. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est super facile. Te déplacer, mais c'est facile. Voyager, mais c'est facile. Avant, les gens qui prenaient l'avion et qui partaient en famille, c'est des gens qui, ils avaient un petit budget, maintenant, tu peux voyager. Je quittais Orly, c'était marqué Volt Transavia Paris-Grèce, 35 €. 35, c'est-à-dire que le Uber pour aller jusqu'à l'aéroport est le plus cher. C'est énorme. La dernière fois, moi, j'ai fait un Porto-Milan, 25 € avec EasyJet. Imaginez un peu, Porto-Milan, 25 €. C'est maintenant, tout va très très vite. Tout est super facile. Tu peux voyager facilement, même travailler maintenant, c'est devenu facile. Tu peux être en pyjama, t'as le télétravail. Vous connaissez ça? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, t'es en pyjama en bas, et t'es en costard cravate en haut. Et t'es là avec New York, avec Tokyo, mais ils sont persuadés que t'es tout bien. Alors, pas du tout. T'es en Havaianas, en short. Et là, t'es en train de télétravail. C'est même travailler. Ils t'ont tout rendu facile, même perdre du poids maintenant. Tu prends de la poudre. Vas-y, prends de la poudre. Et prends de la poudre, et tu fais des shakes, et des shakes. Voilà, tout est facile. C'est facile. La beauté, on sait très bien que c'est pas vrai.
Parce qu'on t'a créé une société où maintenant on te fait croire que tout est facile, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai. Parce que si bonheur rimait avec facilité, d'accord? Si bonheur rimait avec facilité, je pense que les gens dans la rue auraient nos têtes. Oui? Parce que je pense pas que maintenant quand tu sors dans la rue, les gens te font « Comment tu vas? Et toi? Eh ben ça va !» Maintenant on est dans une génération, maintenant tu vois quelqu'un qui sourit, il dit « Ouh là là, il y a un problème lui. » Qu'est-ce qui s'est passé? Pas sérieux, oulala, non, laisse tomber, il est bizarre, il sourit. Bizarre. Ça, voilà, on est arrivé. Je comprends pas, alors si facilité rime avec bonheur, alors comment on se retrouve à ça? Et on sait très bien que ceux qui sont à la tête de puissance économique et qui ont réussi à avoir beaucoup d'argent dans leur vie, ne sont pas des gens qui ont eu ça facilement. On le sait tous très bien. C'est des gens qui n'ont pas dormi de la nuit, qui ont passé des semaines entières à se poser la question comment ils allaient régler leurs problèmes. Donc c'est pas des gens qui ont eu ça facilement. Et pareil pour ceux qui font du sport. Les gens qui font du sport ne sont pas des gens qui maintenant qui sont devenus champions. Ce sont pas des gens qui maintenant ont eu ça facilement. Ils se sont tapés, ils ont fait des milliers d'heures d'entraînement pour arriver là où ils en sont arrivés. Moi je comprends pas. Pourquoi j'ai pas la médaille d'or du couple? Mais tu rigoles quoi, pour avoir la médaille d'or dans ton couple? Mais faut que tu t'entraînes pendant des milliers d'heures. Mais nous, on veut avoir un Shalom Bayit, la médaille d'or du Shalom Bayit, la médaille d'or dans l'éducation des enfants, en disant, mais c'est facile, je comprends pas, c'est facile. Parce qu'on te vend que c'est facile. On te dit, regarde maintenant, faire tchouva, c'est facile. Faire tchouva, regarde, t'as tellement de vidéos maintenant, t'as tellement de shiurim, t'as tellement de possibilités d'étudier. Donc faire tchouva, c'est facile. Alors qu'on sait très bien que c'est pas facile. Quand tu vois un tzaddik, c'est forcément que lui, il a fait un travail colossal sur lui-même, sur ses midotes, sur ses traits de caractère, sur sa colère, sur sa patience, sur sa doucha, sur sa Torah, sur sa émouna, sur ses prières, et il est devenu un tzaddik. Rabbanit Sitruk, elle dit, on se réveille pas du jour au lendemain à côté d'un Rav Sitruk. Bah non. Ça prend des années. Mais les gens, ils viennent voir la Rabbanit et disent, ah vraiment, votre mari, hein. Il a de la chance. Mais elle a passé des nuits sans voir son mari, où il était en train d'étudier, des nuits où il était maintenant en train de faire du recette, des nuits où maintenant et des responsabilités énormes, des trucs. Alors je fais, ah vraiment, votre mari, il a de la chance. Mais c'est pas de la chance. C'est pas de la chance, elle a fait un travail énorme, ils ont fait un travail énorme à deux. Et c'est comme ça. Mais maintenant, on est dans une génération où on te fait croire que oui, tu peux avoir le Shalom Bayit, super, très facilement. Oui, tu peux planter une graine et avoir un arbre demain. C'est ce qu'on fait croire maintenant. Tu peux planter une graine et avoir un arbre demain. Et tu te retrouves avec des gens qui disent, mais je comprends pas, moi dans mon couple, ça va pas du tout, c'est une catastrophe, il me faut une thérapie, mais tout le monde a des problèmes de Shalom Bayit. Et c'est normal d'avoir des problèmes de Shalom Bayit. Mais la question c'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que maintenant ça va te permettre de faire grandir ton couple ou d'enterrer ton couple? C'est ça le choix, c'est tout. Mais tout le monde en a des problèmes. Mais la question c'est qu'est-ce que tu vas en faire de tes problèmes? Et ça c'est dans nos mains. Et combien ça c'est important de le savoir? Parce qu'on te fait croire que bah non, c'est facile d'avoir un... Donc maintenant tu te retrouves que maintenant, cette histoire, là de Paris, t'as 700 mariages par an. Ça t'achève? Oui, un mariage. Mais face à ça, t'as 400 divorces. Donc je vous parle même pas de ceux qui savent pas qu'il faut divorcer. D'accord? Ils savent même pas qu'il faut donner un guet, donc ils sont partis hors piste. Je vous parle même pas de ceux qui restent mariés pour les gosses. On n'a pas le choix, hein, ce que je dis. On n'a pas le choix, hein. T'as des gosses, il faut les assumer, hein. Donc à la fin, il reste qui, marié? Vous savez que la majorité des gens qui divorcent la première année de mariage. La première année de mariage, mais qu'est-ce que t'as eu le temps de construire en un an? Qu'est-ce que t'as eu le temps de construire? Rien. Mais pourquoi? Parce encore une fois, on te vend la facilité. On te vend que maintenant tu peux être intelligent parce que t'as déjà ChatGPT. Je sais pas. Comme t'as déjà ChatGPT, donc tu peux être très intelligent. Maintenant, tu peux faire une thèse en médecine, y a pas de problème. 50 pages, tu demandes ChatGPT, fais-moi 50 pages sur thèse, et voilà. Maintenant, tu te dis, c'est bon, j'ai fait ma thèse. Non, mais t'es pas plus intelligent à cause de ça. On te fait croire que oui. Vous savez, c'est extraordinaire. C'est marqué quand les Israël, ils ont traversé la mer. C'est marqué là-bas, Ra'a Shifra Alayam. Elle a vu la servante sur la mer. Au moment de la traversée de la mer, Machelo Ra et Cheskel Ben Mouzi. Ce qu'il n'a pas vu, l'un des plus grands des prophètes, qui était le prophète Cheskel. Alors demande Raphaël Shemevich une question très simple. Il dit, je comprends pas. Mais alors si elle a vu plus que le prophète Cheskel, donc elle n'est pas une servante, elle est une prophétesse. Ra, Shifra, Alayam, pourquoi on dit une servante elle a vu? Ben non, une prophétesse elle a vu. Pourquoi on dit que c'est une servante? Réponse, parce que quand c'était offert, tu n'as rien changé chez toi. Puisque c'était un cadeau qu'elle a eu cette prophétie-là, donc elle est ressortie de la mer, elle l'amène.
La même servante. Vous regardez maintenant, on est dans la génération de la connaissance. On est dans la génération maintenant d'Internet. Dans la génération maintenant, il n'y a jamais eu autant de connaissances abordables dans le monde. Il n'y a jamais eu. À part que dans notre génération. Mais est-ce qu'on a rendu l'être humain meilleur? Non, je crois pas, non. Je crois pas. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'à partir du moment où tu as la connaissance, tu es quelqu'un de meilleur. Mais c'est faux. C'est pas parce que tu as la connaissance que tu es quelqu'un de meilleur. Et combien nous on doit faire attention à ça, justement. C'est ça le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Parce qu'écoutez bien, il y a une double problématique à cette société dans laquelle maintenant on te vend de la facilité sans arrêt, facilité, facilité. La première, c'est quoi? C'est qu'on a culpabilisé l'être humain. Parce que maintenant on te dit, regarde, gagner de l'argent c'est facile. Tu rigoles ou quoi? C'est super facile. Et tu vas voir une vidéo sur YouTube où on te dit, alors voilà, moi j'étais un chauffeur Uber, et puis j'étais à Paris, et puis maintenant j'ai plus fortune, et puis j'ai pu payer ma villa de rêve à Los Angeles avec ma voiture, etc. Et si vous voulez savoir comment j'ai réussi, cliquez sur le lien. D'accord, c'est ce qu'on te vend maintenant. C'est que maintenant tu vas là, c'est super facile. Et maintenant, tu sais quoi, tu gagnes de l'argent, tu deviens influenceur et comme ça tu gagnes plein d'argent. Donc maintenant on te dit, regarde, c'est facile. Et avoir de l'argent, c'est facile. Donc quand on te dit maintenant, c'est facile d'avoir de l'argent, c'est facile de faire tchouba, c'est facile d'avoir un shalom bayit parce que c'est facile maintenant de pouvoir avoir des shiurim, et c'est facile, et c'est facile, et c'est facile. Donc ça veut dire que quand toi tu n'y arrives pas, donc t'es nul. Donc en fait, on a donné à la société la sensation qu'en fait les gens sont nuls. Parce qu'attends, je comprends pas, faire des études c'est super facile, donc comment ça se fait que t'as raté toi? Donc c'est vraiment que t'es nul. Tu sais, moi je me rappelle, il y avait la conseillère d'orientation. C'est une conseillère d'orientation, je me rappelle en 3e. Donc on passait dans son bureau, donc on devait tous lui dire qu'est-ce qu'on allait faire de notre vie. Parce qu'en 3e, tu sais ce que tu veux faire de ta vie, c'est évident. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc on se retrouve, c'est la conseillère d'orientation. Et donc là maintenant, on se retrouve là-bas, voilà, bonjour. Donc Shimon Gobert, ok. Vous allez faire quoi dans votre vie? Vous voulez faire quoi? Je sais pas, moi, je sais pas. Alors on va regarder vos notes, hein. On va regarder vos notes, comme ça va nous permettre de savoir, comme si les notes, ça nous permet de savoir ce qu'on va faire. Voilà. Comme si, tu vois. Bon, alors, le scientifique, peut-être qu'on va le mettre de côté, hein, comme ça. Et puis peut-être qu'on va Et genre, on te colle une étiquette, alors on sait même pas ce qu'on va faire. Et peut-être que maintenant, vous savez, moi je le dis à mes enfants, quand ils sont stressés à cause d'un contrôle ou d'un examen, je leur dis à mes enfants, regarde, sache une chose. La dernière fois, j'ai dit à ma fille, aux yeux de papa, tu as déjà eu 100. Enfin, en Israël, c'est noté sur 100. C'est sur 20. À mes yeux, tu as déjà eu 100. En fait, peu importe ce que tu auras comme note à ton contrôle. Parce que moi, je vais te dire une chose, ceux qui réussissent leur vie, c'est pas ceux qui ont 100 en contrôle, c'est ceux qui montrent qu'ils ont la volonté d'apprendre. Et toi, tu en as. Donc tu réussiras dans ta vie, j'ai aucun problème. Je sais que tu réussiras dans ta vie. Mais maintenant, on va te faire croire, non, quand on regarde vos notes, c'est pas évident. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On va te faire croire que maintenant, on va te diriger vers telle ou telle chose, parce qu'on va te dire, voilà, c'est en fonction de ces notes, et c'est là qu'il faut aller. Et maintenant, écoutez bien ce qui se passe. On se retrouve avec plus de 80% de la population, écoutez bien, c'est des chiffres. 80% de la population qui sont désengagés dans leur travail. C'est-à-dire que quand ils vont bosser, ils n'ont pas envie d'aller bosser. 80% des gens vont bosser n'ayant pas envie d'aller bosser. Vous vous rendez compte un peu de quoi on parle? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on t'a dit, mais attends, mais c'est facile parce qu'elle te dit ça. Mais c'est facile, il suffit juste de choisir. Ah ouais, d'accord, comme si choisir, c'est facile. C'est encore une fois, pourquoi? Parce qu'on veut te culpabiliser. On te culpabilise en te disant, tout est facile, tout est facile, tout est facile. Et c'est pas seulement ça, écoutez bien. Dans la société dans laquelle nous sommes, où maintenant on te dit, tout est facile, tout est simple. Écoutez bien, forcément, on a affaibli la population. On est dans une situation où maintenant on affaiblit les gens. Parce que quand tout est simple, forcément tu es forcément plus faible. Vous savez, je donne un exemple très simple. Vous prenez un soldat de Tsahal, d'accord, qui a fait son service militaire. Lui, quand il rentrait à Jenin, il se prenait des caillasses sur la tête, des cocktails Molotov, il entendait des bruits de balles, etc., etc. Il est rentré à Gaza, pareil, d'accord. Vous vous doutez bien que quand maintenant lui il est sorti de son service militaire, il se retrouve à Ashdod et que là il y a une alerte aux roquettes, il va réagir beaucoup plus calmement qu'un Parisien en vacances. Oui. Parce que lui, il les a déjà vus, d'accord? Il sait ce que c'est qu'être à Gaza, il sait ce que c'est. Donc lui, il va réagir beaucoup plus calmement à l'alerte qu'un Parisien qui est venu faire ses vacances à Ashdod. C'est évident. Et sachez que c'est exactement la même chose dans tout dans la vie. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant on a tout rendu facile, on a créé une génération de gens qui malheureusement sont handicapés dans plein de choses. Tu te retrouves avec des jeunes que pour eux faire une lessive c'est compliqué.
C'est-à-dire, ils ont 20 ans, 25 ans, et ils ont jamais fait de lessive de leur vie. Donc ils appellent leur mère, ils disent ouais, alors maman, alors attends, alors je mets tout ensemble maman? Non, je sépare le blanc, ok, donc je mets la capsule, et après, attends, tu captes plus maman, après, la double, j'ai pas de double sans maman, je mets quoi? J'ai pas? Si tu te retrouves, et ils sont fatigués de faire des lessives, fatigués de faire la vaisselle, donc ils te disent, tu sais quoi, moi ça m'a cassé la tête, tu sais quoi, je prends du jetable. Comme ça, au moins, je suis pépère, je fais pas la vaisselle, je fais du jetable, et, non, mais le jetable, ça détruit la planète. Oh, c'est pas grave, hein, moi, les enfants, moi, ils crèveront, mais bon, mais c'est pas grave, moi, j'aurais pas fait la vaisselle. Voilà l'état d'esprit dans lequel on est maintenant. Parce que faire la vaisselle, c'est devenu crevant. On sait pas faire la vaisselle. Ranger son linge, non. Parce que tu te retrouves avec la maman qui dit, regarde mon bichon, t'inquiète, vas-y, pars, parce que tu vas être en retard. Donc, pars, vas-y, c'est pas grave, je ferai ton lit, mon petit cœur, t'inquiète pas. Et ben on se retrouve, moi je peux vous dire, hein, je pars dans les universités à Madrid, à Porto, etc. Et ben, le responsable, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il y a des filles, elles se font draguer par un garçon. Et en fait, le garçon, il fait croire à la fille que il est love. Elle tombe dans le panneau, alors qu'en fait, il fait ça, alors qu'il va la jeter, hein. Mais c'est juste parce qu'il a besoin de quelqu'un pour faire ses lessives. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Voilà de quoi on parle. Parce que maintenant, faire une lessive, c'est devenu... c'est compliqué, c'est pas évident. Mais moi et ma femme, on a formé nos enfants qui savent faire une lessive. Ils savent prendre le linge. Ils savent faire la vaisselle. Ils savent ranger la vaisselle. Ils savent faire le ménage. Mon fils, il sait faire toute la serpillière de la maison. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'il souffre à 20 ans. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que dans ta vie, c'est normal de faire ça, et ben à 20 ans, t'as compris que c'était normal de le faire. Mais quand maintenant tu l'as jamais fait, bichon, ne t'inquiète pas, la femme de ménage, ne t'inquiète pas, et ben tu te retrouves avec des problèmes de chien de bailli, où la femme elle a dit, tu peux m'aider à passer l'aspirateur? Attends, moi l'aspirateur? Allô? T'as vu ma tête? Moi j'ai une tête de passer l'aspirateur, moi? Parce que le mec il a cru qu'il était encore au Maroc avec les femmes de ménage, d'accord? Et que maintenant sa femme, sauf qu'il ne payait pas les femmes de ménage à sa femme, et donc maintenant il dit, ah non, attends, moi, et tu les retrouves au Bétine en train de divorcer. Parce qu'il s'est dit, attends, ah non, mais elle a pas honte, elle? Serpillière? Non, mais où on est? Voilà le niveau. Voilà le niveau. Donc, pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a affaibli la population, parce qu'à partir du moment où maintenant tout est facile. Je vais vous dire une chose, la dernière fois, je parlais avec un avocat. À Paris, et maintenant, je lui ai dit, est-ce que vous avez vu un changement dans le comportement des gens? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais bien évidemment. Je dis, pourquoi? C'est sur quel point? Il m'a dit, c'est très simple. Maintenant, on est dans une génération où les gens, quand maintenant ils ont une affaire à traiter, eh ben, c'est un drame. C'est la fin du monde. La dernière fois, je parlais, il m'a dit aujourd'hui, je parlais avec une femme que maintenant son locataire, il n'a pas payé le loyer, etc., etc. Et donc, du coup, moi, je suis en train de m'occuper de l'affaire. La femme, elle m'appelle. Elle dit, mais vous croyez que, je vais toucher de l'argent? Vous croyez que je vais y arriver? Vous croyez que... Et lui, il me dit, oui, on est en train de commencer la procédure, ne vous inquiétez pas. Non, parce que je dors pas la nuit, parce que je suis pas bien, je suis tout caché. Mais non, lui, il doit faire le psychiatre. Il me dit l'avocat, je dois faire le psychiatre. Je dois les expliquer que, écoutez, madame, c'est pas grave, vous avez de quoi manger chez vous à la maison. C'est pas que vous avez, d'accord, votre mari est en bonne santé, vous êtes en bonne santé, oui, donc, au prochaine. Mais pourquoi? Parce que comme on est habitué à tout avoir facilement, donc si on n'a pas facilement, donc c'est compliqué, donc nous on veut du facile, donc on n'est pas d'accord. Allez-y, vous pouvez vous installer. Donc ça c'est essentiel, pourquoi? Parce qu'écoutez bien ce que je vais vous dire, retenez bien cette phrase que je vais vous dire maintenant, retenez bien ça. Dans la vie, il faut espérer le mieux et se préparer au pire. Retenez bien ça. Dans la vie, il faut espérer le mieux et se préparer au pire. Sauf qu'on est tombé dans une génération où c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est qu'on est dans une génération où maintenant les gens, ils espèrent pas grand-chose. Ils disent bon, j'espère, faire des études. J'espère me marier. Bon, j'espère aussi pas divorcer. Ça, on n'espère pas grand-chose. Mais après, on se prépare à rien. Pourquoi? Parce que oui, mais tu sais, si tu fais ça, il peut arriver ça. Oh, chas v'shalom, parlez pas de malheur, Vodarav. Pas dans ma maison, pute. Parlez pas de malheur. Non mais je parle pas de malheur, je vous explique que dans la vie, ça peut arriver. Oh non, mais chas v'shalom, chas v'chalila. Ok. Donc maintenant, on a fait quoi? On a créé une génération où maintenant, on n'espère pas grand-chose, alors qu'en fait, on se prépare à rien.
Donc en fait, quand il arrive un problème, un tracas, c'est devenu un drame. Oh non, mais mon téléphone! Oh, mais il est cassé maintenant! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non! Mais c'est rien, c'est pas grave, il y a personne qui est mort, ne t'inquiète pas, c'est un téléphone. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est arrivé que maintenant. Alors c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner dans notre vie. Dans notre vie, on doit espérer le mieux et se préparer au pire. Et ça, c'est très important ce que je vous dis, parce qu'écoutez bien, la règle, elle est comme ça. C'est que l'être humain, de nature, il cherche le plaisir et il fuit la douleur. Retenez ça. L'être humain de nature cherche le plaisir et fuit la douleur. Or, n'oubliez jamais et retenez bien cette règle. Si vous pouvez retenir ça ce soir, vous avez tout retenu, c'est bien. Le plaisir de l'instant présent sera votre souffrance de demain. Retenez ça. Sachez que le plaisir de l'instant présent sera votre souffrance de demain. C'est comme ça. C'est une règle dans tout. Quand je vous dis c'est une règle dans tout, c'est une règle dans tout. C'est-à-dire que par exemple, tu as le choix, d'accord? Tu as soif. Tu as le choix entre une bouteille de coca et de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut boire? De l'eau. Qu'est-ce que les gens boivent? Du coca. Pourquoi? Parce que le plaisir de l'instant présent. Plaisir de l'instant présent, maintenant je kiffais, je vais faire ça, je vais faire bien, mais ce sera ta souffrance de demain. Pourquoi? Les caries, le diabète, le surpoids, le truc, tout ce que tu veux. D'accord? C'est pareil, il est minuit, t'es sur Insta, tu scrolles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dormir. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils scrollent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la dopamine, ok? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? N'oublie jamais que le bonheur de l'instant présent sera ta souffrance de demain. Pourquoi? Parce que tu seras éclaté, tu seras pas bien, tu seras tendu, le lendemain, tu n'auras pas les idées claires, tu n'as pas dormi, c'est normal, t'es éclaté, t'es pas bien. Le réveil sonne. Le réveil sonne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se lever. Qu'est-ce que les gens font? Ils l'éteignent. Alors le pire, c'est ceux qui mettent 5 réveils. Vous connaissez ça? Tous les 5 minutes comme ça, ils se font un délire comme ça, tous les 5 minutes il y a un réveil comme ça, tac, 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 tac. Alors j'ai pas compris, si t'as prévu de pas te réveiller, ne mets pas de réveil. Non mais j'ai pas compris le délire. Si t'as prévu de pas te réveiller, donc ne mets pas de réveil. Non, Raph, je veux me réveiller, alors pourquoi t'en mets 5? Non, en fait je veux me réveiller, mais bizarrement en fait. Ah d'accord, ok, bon, chacun son délire, d'accord? Mais encore une fois, pourquoi? Parce que le plaisir de l'instant présent, mais ce sera ta souffrance après. Pourquoi? Parce que tu vas te réveiller en dernière minute, après tu vas être crevé, après tu seras pas bien, et tu vas prendre du café avec toi, et tu n'auras même pas le temps de manger, et tu n'auras même pas le temps de faire ta fila, et tu vas arriver en retard, et tu vas purée, je prie comme un chat aujourd'hui, je suis pas bien, et le truc, comme ça. Là maintenant, t'as une petite vieille, tu dois changer la tuyauterie, et elle connaît rien, elle sait même pas que maintenant avec, tu peux le déboucher en 2 secondes. Et là maintenant, tu peux dire, bon écoutez madame, faut refaire toute la tuyauterie. D'accord? Moi, c'est des gens qui sont venus à mes chours qui m'ont dit, vous savez quel lié sert à raser ça? Il m'a dit, moi, je suis serrurier, comme ça, il m'a dit, un jeune est venu me voir, il m'a dit, je suis serrurier. Dis-moi, le Icar de ma Parnassa, c'est les portes claquées. Parce que les gens, ils claquent leur porte, mais ils oublient les claques. Il dit, maintenant, moi, en 2 secondes, j'ouvre la porte. En 2 secondes, tic-tac, j'ouvre la porte, mais je gagne 30 €. Ah, je peux pas vivre de 30 €. Donc, qu'est-ce que je fais? J'éclate la porte! J'éclate la porte, je tape bien, même si je prends le montant avec. Et après, je fais un devis. Tu diras, vous croyez que c'est du vol? Je pensais que tu allais me demander, est-ce que tu crois comment faire tchouba? Non, je me lance, c'est du vol. Ça t'es sérieux? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le bonheur de l'instant présent, de quoi tu vas te faire de l'argent là maintenant, tu peux te faire de l'argent facilement. N'oublie jamais, ce sera ta souffrance de demain. Parce qu'à la fin, tu vas finir par devoir rembourser. Que tu le veuilles ou non dans la vie, c'est comme ça. La roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Et combien ça, c'est important. Mais moi, il y a un garçon, il y a une mère qui m'appelle en pleurant. Comment je peux faire? Qu'est-ce qui se passe? Son fils, il est monté dans l'avion ici à Paris pour aller à Tel Aviv. Il arrive à Ben Gurion, il se fait arrêter avec du cannabis sur lui. Ok? Interdiction d'entrer en Israël pendant 14 ans. Pourquoi? Pour un joint. Interdiction d'entrer en Israël pendant 14 ans. Pourquoi? Pour un joint. Parce qu'il avait fumé son petit joint en sortant de l'avion. Pourquoi? Encore une fois, le bonheur de l'instant présent. Mais ce sera ta souffrance de demain, baba. Pourquoi ça? 14 ans, t'as tes parents, t'as tes frères et sœurs, t'as tout le monde en Eretz et toi t'es jeté et tu peux même pas monter dans l'avion. On se rend même pas compte. Pourquoi? Parce qu'encore une fois,
Moi, la dernière fois, il y a une jeune fille, elle vient me voir. Enfin, je suis elle me dit je voudrais vous parler. Donc, depuis, je parle plus aux filles. Elle me dit Raph, voilà, en fait, je suis amoureuse. Je dis au Rachel. Tant mieux. Mariez-vous pour ce mariage. Non, mais il est marié. Effectivement. Mais écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Très bonne nouvelle. C'est qu'au moins, vous êtes sûr que c'est pas votre mazal. Non, parce que les filles en général sont angoissées, les filles et les garçons ils disent je sais pas, c'est mon mazal, c'est pas mon mazal, prenez son nom, prenez mon nom, regardez la matria, mettez-le aux toilettes, regardez tout à fait. Ok, bon. D'accord, là au moins c'est sûr que c'est pas votre mazal. Ce qui est déjà pareil. Elle dit oui, mais je suis enceinte. Ok, donc maintenant moi, si cette fille-là, moi, j'étais venu la voir un mois plus tôt, parce que comment ça s'est passé sur les réseaux, parce que vous doutez bien que lui, il se fait des vidéos, genre célibataire, le célibataire, tout ça, vous doutez bien qu'il cache bien qu'il a une femme et des gosses. Donc du coup maintenant qu'est-ce qui se passe? Il drague les petites jeunes, il fait regardez mignonne, je t'ai vu, ça fait, t'as connu, ah belle dame moi, alors qu'ils se connaissent pas, ok? Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Elle tombe dans le panneau bien évidemment, elle comprend rien, et qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve avec un gosse. Maintenant je me pose la question, si j'étais venu la voir un mois plus tôt, je lui avais dit on arrête avec les photos en bikini et les trucs, parce que tu veux bien que t'attires les mouches. Parce que moi j'aime bien les jeunes filles qui viennent me voir et dire je peux avoir mon bafra pour le Ziboug, alors que elle a 3000 followers. C'est-à-dire, elle a 2500 garçons qui la regardent tous les jours, tu vois. Bah, prends-en là-dedans, dans le tas, là. Il y en a pas un là-dedans. Et bizarrement, elles vont pas pêcher là-bas. Bizarrement, pourquoi? Parce que tu sais que celui qui te regarde sur les réseaux en général, c'est pas celui qui cherche à faire un foyer, équilibré avec des valeurs. D'accord? C'est très bien. Mais pourquoi je lui dis ça? Parce que si j'étais venu la voir un mois avant, je lui avais dit, on arrête avec ça. Elle m'aurait dit quoi? Oui, mais vous, brave, vous êtes religieux, donc voilà, ça va, on se détend, on dirait, on voit le mal partout. Non, moi, je peux juste vous dire une chose. Le plaisir de l'instant présent sera la souffrance de demain. C'est une règle, c'est comme ça. Et dans le couple, c'est la même chose. Ta femme, elle t'a mis les nerfs. Elle t'a dit une phrase. D'accord, putain. Mais maintenant, toi, t'as deux choix. Ou maintenant, toi, tu vas te calmer, et tu vas calmer tes nerfs, et tu vas dire, je prends sur moi. Ou sinon, tu vas aller rentrer dedans. Ah, tu te prends pour qui pour parler comme ça? Et t'es comme ta mère, de toute façon. Et Mais ton plaisir, là, maintenant, d'avoir répondu, sera ta souffrance de demain. Et oui, parce qu'elle va te jeter comme un clochard. Et elle t'aura même pas de quoi manger. Elle dit, tu sais quoi, vas-y, va manger chez ta mère. Elle va prendre un saucisson là-bas au fin fond du frigo. Eh, bon appétit. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que tu t'es passé, tu t'es lâché, mais pourquoi? Parce que dans le Shabbat, c'est facile de réagir comme ça, de dire ouais, vas-y, tu prends pour qui, Mais après, c'est quoi? C'est le Shabbat catastrophe, plus personne ne se parle. Shabbat mode pierre tombale, vous connaissez ce Shabbat, hein? Shabbat mode pierre tombale, il n'y a plus personne qui se parle. Plus personne qui se parle. C'est-à-dire, les enfants disent ça va papa? Ouais, ça va! Et ça va maman? Ouais, ça va! Ah bah ok, tant bien. Ça va pas l'air, ok. Donc pourquoi? Parce que donc le Shabbat, catastrophe, l'éducation, catastrophe, truc, pourquoi ça? Pourquoi se souffrir? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le plaisir de l'instant présent, mais c'est la souffrance de demain. Et on le sait tous maintenant, c'est assez paradoxal, vous le savez tous, et vous savez bien mieux que moi. C'est que quand on regarde un petit peu les minerais qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans le sol, regardez les trésors que Akadosh Baruch Hu a cachés dans sa création. C'est là, tu prends l'or, tu prends le platine, tu prends le pétrole, tu prends le gaz, tu prends ce que tu veux. Les ressources qui ramènent le plus d'argent. Et bien bizarrement, il faut des dizaines et des dizaines d'années pour les trouver. Et même quand tu les as trouvés, il faut des années pour pouvoir les extirper. Et même quand tu les as extirpés, il faut les traiter. Et même quand tu les as traités, il faut les tailler. Et ça, jusqu'à ce que tu arrives à un diamant. Jusqu'à ce que tu arrives à un diamant. Mais c'est ça qui fait toute sa valeur. Alors n'oubliez jamais, pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait en sorte que ce qui coûte le plus cher sur cette planète, bizarrement, c'est ce qui est le plus difficile à trouver? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Kadosh Baruch Hu est en train de nous montrer une très grande leçon de vie. Sache que si tu veux savoir la richesse que tu as en toi, ça te demande de l'effort pour le trouver. Ça demande de l'effort. C'est pas facile, c'est pas évident, mais ça demande de l'effort, c'est comme ça. Parce que vous savez, et c'est scientifiquement prouvé, l'hormone du bonheur. Vous savez qu'est-ce qui sécrète l'hormone du bonheur encore? Le sport. Quelqu'un qui fait du sport, qui fait de la condition physique, et ben, il sécrète dans son corps ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Tu verras jamais quelqu'un qui a fini son cours de sport et te dire « Ah, je suis déprimé.
Jamais. Pourquoi? Parce que rien que la condition physique fait en sorte que tu te sentes mieux. Parce que tu sécrètes ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Mais pourquoi Ridwan al-Amin? Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour nous apprendre que c'est à partir du moment où tu vas faire des efforts, que tu le veuilles ou non, tu auras du bonheur. C'est comme ça dans la vie. C'est une leçon et c'est une règle. Vous savez très bien, les gens qui vont voir leurs grands-parents me dire: ah papy, allez, il faut se lever papy, il faut marcher. Allez papy, tu veux pas rester dans ton siège toute la journée? Allez papy, viens, on va faire le tour du jardin. Pourquoi tu lui dis ça? Mais si tu l'aimes, il faut lui laver. Il est bien là dans son siège, il est bien, il y a des trucs. Pourquoi tu es en train de dire: non papy, allez, faut marcher, allez, viens, on fait le tour du jardin papy? Pourquoi? Parce que tu sais très bien, que tu le veuilles ou non, que ce qui va le maintenir, c'est sa condition physique. Ce qui va le maintenir, c'est le fait de faire des efforts, justement. Et ben n'oubliez jamais, on n'est pas moins bien que papy. On n'est pas moins bien que papy. Que nous aussi, ce qui nous maintient dans notre vie, c'est quand on va faire des efforts, quand on va fournir des efforts dans notre vie. C'est comme ça, retenez bien ce que je vais vous dire, écoutez bien. Parce que si je vous ai dit que le bonheur de l'instant présent sera votre souffrance de demain, et ben la règle est vraie aussi à l'inverse. La souffrance de l'instant présent, l'effort de l'instant présent sera votre bonheur de demain. Sachez-le. Quand maintenant vous allez faire des efforts, vous verrez les Hachem, ce sera le bonheur de demain. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, vous regardez, moi je le dis aux gens, je dis: mais quand il y a un problème de Shalom Bayit, quand il y a un problème avec les enfants, quand il y a un problème, réglez le problème. Réglez le problème. Et ce problème, c'est ce qu'on est dans une génération du Doliprane. Vous savez, le Doliprane. Ah, j'ai mal à la dent. T'as pas un Doliprane? Tu prends un Doliprane, mais le Doliprane, il va te salir ta dent. Non, il va juste te faire disparaître partiellement la douleur. Mais ça veut pas dire que tu as traité le problème. Tu vas chez le dentiste et tu t'assois. Et c'est vrai, c'est pas facile. Et c'est vrai, il va te curer la dent. Et c'est vrai, il va même toucher la racine. C'est vrai, c'est pas facile. Mais c'est ça qui t'enlèvera la douleur. Et c'est ça qui fera en sorte que tu sois bien après. Et ben, c'est la même chose. T'as un problème de Shalom Bayit, arrête de régler ça avec Netflix. Ah, ça va, chérie, détends-toi, viens regarder un petit Netflix, on se détend, calme-toi. Non, tu règles le problème. Il y a eu une incompréhension, il y a eu un quiproquo. On s'assoit et on parle. Pas on endort le problème. Parce qu'encore une fois, c'est vrai, c'est pas agréable, c'est vrai, c'est pas facile, c'est vrai, c'est pas évident, c'est vrai. Mais ce sera ton bonheur de demain. Parce que tu auras un couple extraordinaire. Et sachez-le. N'oubliez jamais ce que je vous dis. La plupart, et je suis persuadé, c'est pas la plupart, tous les couples ont appris à se connaître, non pas dans les moments où c'était super sympa, c'était romantique, c'était sympa. C'est justement dans les tensions. Parce que c'est justement quand tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas que tu as plus compris maintenant ton conjoint. Pourquoi ça lui plaisait pas? Peut-être ça lui rappelle ce que son père lui disait. C'est justement dans les moments de tension, dans les moments où c'est difficile que tu comprends mieux ton conjoint. Que tu apprends à le connaître. C'est comme ça. La vie est comme ça. Et Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Mais combien nous on doit faire attention à ça? Parce que dans n'importe quel domaine de notre vie, à partir du moment où maintenant tu vas faire des efforts, tu n'as pas envie de sortir maintenant, mais ton conjoint te dit: allez, vas-y, viens, on va à la bar mitzvah. Je connais pas le bar mitzvah, je connais même pas la famille. Mais toi, tu vas dire: oui, allez, tu l'accompagnes. Et malgré tout, tu l'accompagnes. Et malgré tout. Et pas en mode Shelfa, bon, allez, pour toi. Non, pas ça, d'accord? En mode: oui, ok, mais ça s'achève. Et ben cet effort-là que tu as fourni, et ben ce sera ton bonheur de demain. Parce que tu auras donné pour l'autre. Et justement, tu verras que ce sera la base et la clé de la réussite. Et dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire, tu vas faire tes 30 minutes de sport. Tu dois les avoir, tes 30 minutes de sport. Parce qu'on se retrouve avec une génération, avec les gens, ils ont 40 ans, ils respirent comme des mammouths quand ils montent 3 marches. Mais comment c'est possible? T'as 40 berges? Ah, je suis arrivé. Mais comment c'est possible? Parce qu'il n'y a pas de conditions physiques. Parce qu'on n'a pas fait. Et nous, on pense qu'on ne doit pas rendre des comptes là-dessus. Mais vous croyez qu'après 120 ans, on ne doit pas rendre des comptes sur une condition physique? Donc, je pose la question. Quelqu'un qui travaille dans une société, d'accord? On lui a donné une voiture de fonction. Maintenant, la voiture de fonction qu'on lui a donnée, maintenant, il est parti en Tioul avec ses enfants, il a éclaté la bagnole. Il revient le lundi, le pare-choc par terre. Le patron, il regarde, il dit: c'est quoi ça? C'est pour démarcher les clients que t'as fait ça? Il dit: non, je me suis éclaté avec les gosses, avec les trucs. Je dis: mais c'est pas pour ça que je vous ai donné la voiture, monsieur. C'est pas pour ça. Eh bien, sachez que c'est exactement la même chose. Notre corps ne nous appartient pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a confié pour que justement on puisse faire la voie d'Hachem. Alors c'est vrai, c'est pas facile, c'est vrai, ça demande des efforts, c'est vrai, mais ce sera ton bonheur de demain. C'est vrai, c'est pas facile de travailler ses midot, c'est vrai, c'est pas évident, c'est vrai que quand maintenant il y a quelqu'un qui est passé dans la rue, il faut pas regarder parce qu'elle a oublié de s'habiller et il faut baisser les yeux, c'est vrai, c'est pas évident, c'est vrai, c'est dur. Et Shmirat Abrit, c'est vrai, c'est dur, c'est vrai, je reconnais, c'est très dur. Mais ce sera ton bonheur de demain. Ce sera ton bonheur de demain.
Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Quand maintenant ta fille, elle vient, elle rentre à la maison, elle te parle. Et elle te parle. Et elle te parle. Et elle te parle. Et toi, tu m'as saoulé. Comment elle peut parler autant? Comment c'est parce que 9 quantités de paroles ont été données à la femme. Ça me dit la grande Kedushin. 9 sur 10 ont été données à la femme. Et bah au Hachem, parce que quand on élève un bébé, tu vois, elle prend le bébé, comment ça va mon petit cœur? Et t'as un d'amour? Non, tu donnes le bébé à un homme. Ça va. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et pourquoi maintenant Hachem il a donné que 9 quantités? Parce que justement, pour ça il lui a donné. Parce que bon, Hachem c'est une bracha. Mais bon, que tu le veuilles ou non, quand ta fille elle a besoin de te parler, et c'est vrai, c'est pas évident, c'est vrai, tu dois l'écouter, et tu l'écoutes, et tu ne la juges pas. Et tu ne réponds pas. C'est très dur. Très très dur, messieurs. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où tu l'écoutes? Eh bien, sache une chose. Ton effort de l'instant présent sera ton bonheur de demain. Parce que je peux vous assurer, si tu n'écoutes pas ta fille, il y a plein de garçons dans la rue qui attendent de pouvoir écouter ta fille. Il y a plein de garçons dans la rue qui attendent d'écouter ta fille. Moi, je peux vous dire, je vois, vous savez, une fois, je m'ai demandé de parler pour le gala de Lev Leachim. Vous avez déjà entendu parler de cette association, c'est celles qui vont chercher les Israéliens qui ont été pris dans les villages arabes, qui se font fracasser, etc., par leur mari arabe, etc. Et ben, qu'est-ce qui se passe? On m'a demandé pour parler, pour sensibiliser les gens au gala. Bon. Non, moi je suis parti voir le restaurant, vous connaissez, non, le Klachim? C'est pas un ridouche, vous connaissez tous, très bien. Donc moi je suis parti voir le patron, et je lui ai dit, mais je comprends pas, tout le monde est au courant maintenant de cette histoire. Donc, avant on ne savait pas, maintenant on sait, c'est bon, les gens. Il m'a dit, mais c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu crois que lui maintenant il a une tête de Palestinien? Pas du tout. Il a une tête d'Israélien, les mêmes têtes que les Israéliens, je peux vous assurer. J'en ai vu. Et maintenant tu crois qu'il va dire je suis Mouloud ou des Toufik? Pas du tout. Il se fait passer pour Kobe et Moti et ils vont draguer les petites françaises aussi, les petites françaises sur le kikar de Netanya sans aucun problème. Sans aucun problème. Alors comment elles tombent dans le panneau? Parce que c'est les rois de la drague et ils donnent plein d'argent. Et eux, pour eux, c'est une fierté d'avoir une juive. C'est une fierté d'avoir pris une juive. Mais quand maintenant à la maison, eh ben, il y avait personne qui l'écoutait, il y avait personne qui lui disait qu'elle était belle, et ben là, bizarrement, quand maintenant on lui dit, vous savez, il a pris les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Et qu'elle, de sa vie, elle n'a jamais entendu ça. Mais que tu le veuilles ou non, malheureusement, c'est une tentation. Donc c'est vrai, c'est pas évident d'écouter ta fille, de lui dire qu'elle est belle, qu'elle est extraordinaire, que c'est ta princesse, c'est la plus merveilleuse. C'est vrai, c'est pas évident, mais que tu le veuilles ou non, ton effort de l'instant présent sera ton plaisir de demain, sera ton bonheur de demain. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, c'est pas pour rien que lorsqu'un bébé il sort du ventre de sa mère, que c'est la première mitzvah qu'on fait à un bébé. Première mitzvah, c'est quoi? Brit Mila. Brit Mila, pourquoi la Brit Mila? Je comprends pas, on peut pas faire en sorte que maintenant ils ont anesthésié ça. On ne peut pas anesthésier. Quoi là? Tu me diras, à l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie. C'est faux, il y avait de l'anesthésie. Déjà, la Gemara te parle qu'on anesthésiait des gens déjà pour faire des opérations. Dans la Gemara, on fait déjà il y a 2000 ans. Alors quoi, on ne pouvait pas faire ça? Pourquoi maintenant non? Il faut que ce soit dans la douleur. Réponse, parce qu'on veut apprendre à notre enfant la première leçon de vie, qui est sa première mitzvah. Sache une chose, c'est lorsque tu vas souffrir, c'est lorsque tu vas faire des efforts, que tu vas te rapprocher du but dans ta vie. C'est ça le message. C'est lorsque justement tu vas faire des efforts et que ça va être difficile que tu vas te rapprocher du but dans ta vie. Vous savez, David Ameller nous dit une phrase extraordinaire dans les livres. Il dit Azorim Bedima Berina Itzor. Celui qui maintenant il va ensemencer son champ comme ça en souffrant, en pleurant, il fait chaud, il faut qu'il arrose, il faut qu'il retombe la terre. Azorim Bedima. Il dit David Ameller, celui qui ensemence dans la pleure, dans la souffrance. Berina Itzor. En chantant, il va moissonner. En chantant, il sera tellement fier de tout ce qu'il aura fait. Il aura vu son chant qui est extraordinaire, qui est magnifique. Berina Itzor. Et combien ça c'est important parce que c'est dans tout dans la vie comme ça. C'est dans tout. C'est qu'à partir du moment où maintenant, ils ont fait une expérience très intéressante aux États-Unis. C'est bien. Ils ont posé la question à la population. Ils leur ont dit qui est prêt à manger un bol de cafard vivant pour $10 000. Ok? La majorité des gens ont répondu non. À part les immigrés chinois, mais voilà, les autres ont répondu non. Maintenant, après, ils ont augmenté, ils ont dit pour $100 000.
Après, ils ont augmenté pour $1 million. Et après, ils ont dit pour $10 millions. Qui est prêt pour $10 millions à manger un bol de cafard vivant? Et bien, sachez que là, la majorité ont répondu oui. La majorité ont répondu oui pour $10 millions. Et bien, sachez une chose, c'est que cette expérience nous apprend une grande leçon de vie. C'est que lorsque tu sais la portée du bonheur qui t'attend après la souffrance que tu vas passer, et que tu as évalué que ça valait la peine, alors tu es prêt à passer cette souffrance. Et bien, n'oubliez jamais, lorsque maintenant, dans notre vie, on ne veut pas s'investir, on ne veut pas faire d'efforts, on ne veut pas se surpasser, c'est bien souvent parce qu'on n'est pas capable d'évaluer la portée du bonheur qui nous attend après. C'est comme ça. Vous savez, Ruth et Naomi, il y avait Naomi, elle avait ses deux belles filles qui étaient Ruth et Orpa, d'accord, qui étaient des goyotes. Naomi, elle a perdu son mari, son argent, ses deux fils, donc elle va pour rentrer en Eretz Israël, et t'as Ruth et Orpa qui la suivent. Et Ruth, elle dit à Naomi Naomi, elle dit à Ruth et Orpa, elle dit mais laissez tomber, mais oubliez, mais pourquoi vous êtes là-bas, vous allez des Moabites là-bas en Israël, ils vont vous jeter, ils vont vous mépriser. Mais quel rapport? Personne ne veut de vous là-bas. En plus, voilà, vous avez la belle vie. C'est pas qu'en plus c'était des clochards. On parle de femmes qui étaient des princesses. Ruth et Orpa, c'était des princesses. C'était des filles de Eglon. C'est pas alors elles sont de lignée royale, t'as la Mercedes qui les attend, t'avais la limousine, etc. qui les attendait. C'est pas qu'ils étaient jetés, on sait pas où est-ce qu'on va aller, donc on te suit. Donc là maintenant, Naomi, elle dit à Ruth, Orpa, arrêtez, c'est pas la peine, je vais rentrer toute seule, c'est pas la peine. Orpa, elle finit par craquer, elle lâche, elle repart. Et Ruth s'accroche à elle. Elle lui dit, là où tu iras, j'irai. Là où ton Dieu sera le mien, ton peuple sera le mien, et là où tu vas mourir, moi, je vais te enterrer. Comme ça, elle dit à Naomi. Et là, écoutez bien ce que nous dit le pasuk. Va terrer, c'est Naomi, elle a vu Naomi, qui mitametset la lechetita. Elle a vu que Ruth, elle faisait un effort. Elle faisait un effort pour la suivre. Alors là, Naomi a arrêté d'essayer de la convaincre de ne pas la suivre. Pourquoi? Nous disent les commentateurs, pourquoi? La réponse, elle est très simple après ce que je viens de vous expliquer. C'est parce que quand Naomi a vu que Ruth était capable de faire des efforts et souffrir pour se rapprocher de l'homme Israël, ça veut dire qu'elle avait compris la grandeur de ce qu'il attendait. Donc c'était la plus belle preuve que Baruch Hashem était sincère dans ce qu'elle faisait. Et c'est tellement vrai parce que dans notre vie, ça nous concerne tous. Moi, je me rappelle quand j'ai passé mon bac, j'étais au lycée en Israël, et on avait au bac une des options, c'était sport. Bon, alors nous, dans notre lycée, on avait une piscine. Donc comme on avait une piscine, donc c'était natation. Bon. Maintenant, on est tombé sur un prof, mais lui, je crois qu'il a été complexé dans sa vie de ne pas être entraîneur des Jeux Olympiques. Donc lui, en fait, il se lâchait sur nous. Donc en fait, nous, il nous entraînait comme si on allait au JO. Alors que nous, on devait juste passer le bac, quoi. Ce bac, ça fallait se noyer pour avoir 0. Tu vois, ça... Et là, non, il commençait le chiour de sport, il nous disait, yallah, 20 minutes de crawl, bam, pour s'échauffer. Maintenant, va dans une piscine de 25 mètres, va te faire 20 minutes de crawl aller-retour pour t'échauffer. C'est-à-dire, tu finis les 20 minutes, déjà, tu cherches ton poumon au fond de la piscine. Il est où? T'avais pas vu mon poumon, là? C'est-à-dire, on était KO déjà. Et là, c'était que l'entraînement. Après, bref, c'est une folie. Maintenant, moi, j'endormais les soirs. Je dis, écoutez, j'ai mal à l'épaule aujourd'hui. Je crois que je vais pouvoir faire les entraînements. Parce que je savais nager, moi. Si on a besoin de... Non, il me dit, regarde, il me dit une phrase incroyable. Il me dit, tafsik lerachem al atzmecha. Arrête d'avoir pitié de toi-même. Arrête! Parce que ceux qui ont pitié d'eux-mêmes n'arrivent à rien dans leur vie. Comme ça, il m'a dit. Mais combien je le remercie d'avoir dit cette phrase. Parce que c'est tellement vrai. C'est combien de fois dans ta vie tu pourras te justifier et avoir pitié de toi de ne rien faire. En te disant, oui, mais vous ne comprenez pas, vous n'avez pas vu, et vous n'avez pas su, et pas su, tu pourras toujours trouver dans ta vie des bonnes raisons de ne pas faire. Mais tu n'arriveras à rien dans ta vie. La première personne que tu punis, sache que c'est toi. C'est toi.
On doit formater nos enfants, on doit formater notre génération, le bonheur, c'est après les efforts. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je peux vous dire, la dernière fois, j'ai fait Shavuot. Donc, à la maison, j'avais invité ma sœur avec mon beau-frère, avec ses enfants. Bref, Freida, très grosse ambiance. Et veillée de Shavuot. Donc, toute la nuit, on étudie. Donc, on était au Beth Midrash, on était à la synagogue, c'était le feu, on étudiait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y avait mon fils de 13 ans avec son cousin, là, je sais pas, 10, 11 ans. Ils étaient en train d'étudier ensemble. Et puis, Steigel, toute la nuit, ils étudiaient. À 4h30 du matin, je suis parti les voir, je leur ai dit, hé, les enfants, on ne peut pas recevoir la Torah si on n'est pas parti au mikvé. Mikvé! C'est parti, on y va. Non, le seul mikvé, il était froid. Alors, il me regarde, papa, t'es sûr, ton coup? Papa? Mikvé? Là? T'es sûr? Je dis, oui, mikvé, on y va, les enfants, regarde, on réfléchit pas, on y va. Et je dis, papa, t'es sûr, vraiment? T'es certain, ton coup? Va? Et là, mon neveu, il dit, tonton, t'es sûr? C'est 4h30 du matin, il fait pas super chaud. J'ai dit, on y va. Et on s'est trompé, on a rigolé parce que ça nous a pris 3 heures. Et après, on est sortis. Et quand j'ai marché sur le chemin pour aller à la Tfila parce qu'on est parti prier au Let's, je leur ai dit, les enfants, vous savez, vous êtes fiers de vous. Mais pas juste parce que maintenant vous avez fait quelque chose de grand. Pas juste parce que vous avez fait quelque chose de grand, mais parce que maintenant vous avez appris ce que ça veut dire d'être fier de soi. T'as fait un effort, t'as fourni un effort, regarde, franchement c'est pas extraordinaire, on a étudié toute la nuit, on est parti au mikvé, on a purifié notre échama, on a pris au net, on a fini la tfila, on se fait un petit déj tranquille et tout, pendant que tous les gens ils sont même pas encore réveillés. Mais vous êtes pas les plus heureux du monde. Je dis, ah ouais, c'est un kiff, c'est bien, c'est chouette. Parce que c'est comme ça la vie. Là, le bonheur se cache derrière tes efforts. Parce qu'encore une fois, l'effort de l'instant présent sera ton bonheur de demain. Et c'est la même chose dans le couple. C'est la même chose, une fois, je devais donner une conférence à Manhattan. Et donc, du coup, j'étais dans le New Jersey. Donc, pardon, pour aller dans le New Jersey jusqu'à Manhattan, donc tu prends la voiture et à un moment où tu vois, tu as toute la vision sur les tours de Manhattan. Et je tombe sur un Uber. Très sympathique, c'était un feuge, un Israélien. Youssef, il s'appelait. Ici, tu tombes sur Youssouf, là-bas, c'est Youssef, je comprends. D'accord? Et donc là, maintenant, moi, je suis dans le Uber, et puis on arrive comme ça, au proche de Manhattan, et là, je vois toutes les tours, et là, il me pose une question très simple, il me dit, vous savez, sur tous les quartiers de New York, d'accord, donc Queens, Brooklyn, Staten Island, Manhattan, d'accord, le Bronx, les 5 quartiers. Les seuls qui ont eu l'autorisation de construire des tours, c'est Manhattan. C'est le seul endroit où il y a des tours. C'est incroyable comme ça. C'est incroyable quand même. Alors je dis, oui, c'est vrai, c'est incroyable, je sais pas. Mais vous savez pourquoi? Non, je sais pas. Ils ont effectivement pas eu le permis de construire, je sais pas. Mais non. Mais vous savez pourquoi? Parce que Manhattan, c'est de la roche. Donc comme c'est de la roche, tu peux construire très haut. Et là, je lui ai dit, je vous remercie parce que vous venez de m'apprendre une des plus belles leçons de ma vie. Parce que c'est comme ça dans la vie. Quand maintenant tu creuses et que tu fais des fondations, mais que tes fondations c'est de la roche, c'est du dur, alors tu peux construire quelque chose de très grand. Vous savez, quand on se marie, on dit chez Bezrat Hashem, il puisse construire un binyan adéad, qu'il puisse construire une bâtisse éternelle. Comme ça on dit au Khatan Akala, qu'il puisse construire une maison droite dans le Ham Israël. Pourquoi on compare le couple à la maison? Pourquoi? La réponse elle est très simple. Parce que si tu veux construire quelque chose de grand, tu dois avoir des fondations qui sont faillibles, qui sont de qualité. C'est comme ça que ça marche. Tu veux construire quelque chose de grand, tu dois avoir des bonnes fondations. Et tu regardes quand ils construisent des tours, quand ils construisent des immeubles, t'as des palissades, et pendant des mois, tu vois des camions qui sortent, et du béton. Et des camions qui sortent, et après ils rendent du béton. Et des camions qui sortent. Mais 6 mois, il nous fait quoi là? Et donc vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire l'essentiel du travail. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle les fondations. Ils sont en train de couler le béton. Mais je vous assure, c'est le plus mauvais des travaux. Au moment où maintenant tu es en train d'enlever la terre, et que tu es dans la boue, et que maintenant tu coules le béton, et que c'est pas facile. C'est dur. Et tu es là dans un trou, tu vois même pas
C'est pas facile, c'est même très compliqué. Mais n'oubliez jamais, c'est ça qui va te permettre de construire quelque chose de très grand en fait. Et bien sachez que c'est exactement la même chose dans la vie. Quand maintenant on travaille notre trait de caractère, on travaille notre patience, on travaille notre orgueil, on travaille notre chesed. Donc quand on travaille toutes ces midotes là, tous ces traits de caractère là, et ben ça nous assure de pouvoir construire quelque chose de grand. Parce que tu as fait des fondations qui sont extraordinaires. Tu as fait des fondations en béton. Moi je les vois les couples qui disent alors moi je me suis marié, je suis comme je suis, hein, et lui il me prendra comme je suis, elle me prendra comme je suis. Vous savez ce qu'ils construisent eux? Une tente Décathlon. Vous savez, la tente Décathlon, comme ça, t'as mis 4 pics et maintenant t'as le premier coup de vent qui arrive et tac, t'arraches la tente. Pourquoi? Parce que t'as rien travaillé. Pour avoir des fondations, pour avoir construit quelque chose d'incroyable, faut bosser. Moi, je me suis posé la question, pendant des années, je me posais la question, mais comment Rav Ovadia Yosef, il a mérité d'avoir tous ses enfants Talmidei Chachamim? Tous des tzadikim. Tous. Mais pas juste des tzadikim, des Talmidei Chachamim. Comment il a mérité ça? C'est quoi la recette? Eh ben, je crois que j'ai eu le srout d'entendre la réponse. Par Rav Yitzhak Yosef. Rav Yitzhak Yosef, il est venu faire les spédimes de son père, Rav Ovadia Yosef, à Bnei Brak. Je suis parti l'écouter. Il a raconté que chaque veille de Yom Kippour, avant de partir à Kol Nidre, Rav Ovadia Yosef, il allait voir la rabbinite et il allait lui demander Mechila. Il allait lui demander pardon. Parce qu'on sait que Yom Kippour, ça rachète seulement les fautes de nous envers Hachem. Mais si jamais maintenant tu veux te racheter les fautes que tu as fait avant ton prochain, ça demande 2 choses. Déjà demander pardon à ton ami et ensuite à Hachem. Donc avant Kippour, tu dois demander Slicha, Mechila pour Menadam Lechaveros, sinon c'est Yom Kippour, c'est pas Mechaper, ça rachète pas. Donc il va voir sa femme, bien évidemment, Madame Lechavero, la première c'est sa femme, donc il va voir sa femme. Et là, il commence à pleurer. Et il lui demande pardon. Il dit pardon, je m'excuse si j'étais pas là au moment où il fallait. Et je m'excuse si j'ai pas réagi comme il fallait. Et il pleure. Maintenant, elle, la rabbinite, elle voit ça. Elle pleure. Elle dit, mais t'inquiète pas, tout va bien, Machulecha, et elle pleure. Maintenant, les enfants, ils voient papa et maman qui pleurent. Ils font quoi? Ils pleurent, donc tout le monde pleurait. Il dit, Rav Yitzhak Yosef, veille de Kippour, tout le monde pleurait chez Yosef. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il a mérité comment il a mérité, Rav Yosef, d'avoir des enfants Talmidei Chachamim comme ça? Parce que quand tu grandis dans une maison où tu vois le père et tu vois la mère qui pleure pour demander Mechila, pardon, sur un doute d'avoir vexé. T'as pas envie d'avoir une maison comme ça, toi? T'as pas envie d'avoir un shalom bayit comme ça? T'as pas envie d'avoir mais construire une famille comme ça? C'est évident que oui, c'est évident. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est quand tu as fait des efforts, quand tu te seras investi et tu t'es remis en question et que tu as fait un travail sur tes midot, tu as fait un travail sur ta gdusha, tu as fait un travail sur ton étude de la Torah et tu t'es investi, et bien à la fin ça donne des fruits absolument phénoménaux. Et c'est comme ça. Vous savez, la Gemara nous avertit, elle dit il y a 2 chemins dans la vie. Tu as un chemin qui paraît court, mais qui au final est long. Et tu as des chemins qui sont longs, mais qui au final étaient les plus courts. C'est la même chose. Là, le bonheur de l'instant présent, c'est la souffrance de demain. Mais la souffrance de l'instant présent, ce sera le bonheur de demain. Vous savez, beaucoup de gens font l'erreur. Vous savez, t'achètes une rose, t'achètes des roses comme ça, tu les plantes comme ça, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de rien, d'accord. Et t'arroses. Et puis au bout d'un moment, je me dis, on a marre, c'est quoi ça? Ça fait que des pics. C'est quoi? J'arrête de les arroser. Mais t'es sérieux? Au contraire, c'est maintenant que ça va sortir. Les fleurs, elles vont sortir maintenant. C'est la même chose dans la vie. Il y a des gens qui font des efforts, à la fin ils disent, il n'y a rien qui sort. Mais tu rigoles quoi, la fleur, elle va sortir maintenant. Mais ça demande de la patience. C'est comme ça dans la vie. Parce qu'encore une fois, les efforts de l'instant présent et les désagréments de l'instant présent sera votre bonheur de demain. Donc que Bezrat Hashem on puisse vivre avec ce principe-là dans notre vie pour atteindre le véritable bonheur et non pas le plaisir. Hashem bénisse de toutes les paroles. Merci de m'avoir écouté. Merci au Rav David Devaret d'être resté présent. Ça me touche beaucoup. Plein de bonnes choses. Beaucoup, monsieur. Amen.